Bonjour, notre intervention est intitulée Philosophie de Jean Locke entre empirisme et libéralisme. Introduction Jean Locke 1632-1704 occupe dans l'histoire de la philosophie moderne une place doublement importante. D'une part, en tant que théoricien du droit naturel et du contrat social, dont il propose entre Hobbes et Rousseau ce que l'on pourrait appeler la version libérale. D'autre part, comme l'un des principaux représentants avec Berkeley, Hume et même comme le véritable fondateur de l'empirisme britannique classique. Dans ses écrits sur la tolérance ou ses critiques à l'endroit de l'absolutisme politique et du fanatisme religieux que sont plaidoyer constant en faveur d'une raison expérimentale ou demeurant consciente de ses propres limites conduisait à voir dans ces philosophes du tout premier plan un précurseur de lumière. Premièrement, philosophie morale et politique de John Locke. Né en 1732, Locke aura été témoin au cours de son adolescence d'une des pages les plus troublées de l'histoire de l'Angleterre, celle de la première révolution et de la dictature de Cromwell. Il a tout juste 20 ans au moment de la restauration éphémère de Stuart et 56 ans lorsqu'éclate la seconde révolution. Aux côtés de Lord Ashley, comte de Shaftesbury, dont il est devenu en 1766 le médecin personnel et le conseiller, il participe activement au combat engagé par l'aile la plus radicale du parti Whig contre le drive autoritaire des règnes de Charles II. Si en Hollande et la mort de son protecteur le contraint à s'exilier en 1683, qu'il achève la rédaction du traité de gouvernement civil, de la lettre sur la tolérance et de l'essai sur l'entendement humain. L'apparition presque simultanée de trois ouvrages qui suivent depuis son retour à Londres avec Guillaume d'Orange en 1689 lui vaut immédiatement une exceptionnelle notoriété dans une Angleterre désormais définitivement acquise au principe de la monarchie parlementaire. Locke se voit confier de multiples responsabilités officielles et conseille du chef du parti White en matière économique et diplomatique. Ainsi, c'est clair que ces études à Oxford auraient pu conduire à embrasser durablement la carrière universitaire, fit tout autant un homme d'action. Il n'est dès lors pas étonnant que ses premiers écrits aient porté sur la question du politique, mais que celle-ci prise dans son sens le plus large et continue de tenir par la suite une place immanente dans son œuvre. Publié anonymement en 1589, les deux traités de gouvernement civil ont été parfois interprétés sur la foi de leur préface comme un écrit de circonstances destiné à légitimer l'accession de Guillaume III au trône de l'Angleterre. En réalité, leur rédaction initiale remonte à la décennie précédente et constitue l'aboutissement d'un long processus de réflexion engagé dès le début des années 1760, dont témoignaient les deux tracts en gouvernement, longtemps restés inédits, même s'il permet de penser qu'un des principaux auteurs visés est en fait Thomas Hobbes. Leur cible immédiate et l'argumentaire développé par Robert Filmer dans son
euh, Patriarcat de Nature au Power of King, paru en 1788 à titre posthume en faveur de l'idée de monarchie absolue de droit divin. En croire Filmer, cette dernière remonterait au choix qui a fait originellement le créateur de remettre le gouvernement des hommes et la libre disposition de la nature tout entière entre les mains d'Adam et de sa descendance mâle, en vertu du principe de la transmission de l'autorité paternelle. Là résiderait l'origine et le fondement de l'autorité quasi omnipotente d'un monarque de surcroît unique, propriétaire en derrière ressort de l'ensemble des biens de son royaume. Locke, comme on s'en doute, n'a aucun mal à réfuter ce raisonnement pour le moins sommaire, ainsi que son interprétation abusive du droit de propriété, dont il s'offre de surcroît le luxe de démontrer qu'il s'appuyait sur une lecture erronée de la Bible, contrairement à ce que prétendent Filmer. Dieu n'a conféré pareil pouvoir ni à Adam ni à ses descendants. Il a créé tous les hommes libres et donc, par nature, susceptibles de jouir des mêmes droits et privilèges communs. Mais dans quelle borne, selon quelles règles? C'est sur ce point que le second traité se révèle le plus intéressant, en jetant les bases d'une doctrine radicalement différente de la souveraineté politique fondée sur la notion de la loi naturelle. S'il ne prend guère le soin, à vrai dire, de définir celle-ci autrement que comme ces décrets de la volonté divine, tout aussi intelligible et clair aux yeux d'une créature raisonnable attachée à son étude, qu'il est le droit positif. Locke ne s'en saisit pas moins comme d'un fil conducteur qui conduit de l'état naturel de l'homme à la seule source légitime de l'autorité politique. Dans l'état de nature, les hommes sont entièrement libres d'organiser leurs actions, de disposer de leurs biens comme ils entendaient. En pratique, néanmoins, une telle liberté ne pouvait manquer de rencontres de limites, sauf à engendrer autant de rivalités et de formes de violence que celles auxquelles on peut s'attendre en raison du conflit des aptitudes individuelles en l'absence d'un arbitre, ou, si l'on veut, d'un souverain lui-même guidé par la lumière naturelle. C'est ici que réside en réalité l'origine de l'état civil, d'abord du contrat librement consenti sur lequel il se fonde implicitement. Au terme de ces derniers, chaque membre de ce que Locke appelle indifféremment Commonwealth ou République accepte de se soumettre à la décision de la majorité et de confier à l'autorité légitime et à elle seule le soin de préserver à la fois l'ordre public, sa propre liberté et son droit à la propriété, pour autant que celui-ci n'excède pas de limites raisonnables. D'un point de vue purement historique, une des conséquences les plus importantes de cette tentative en vue de fournir une assise théorique au libéralisme sous sa double forme, politique et économique, est la formulation tout à fait explicite d'un droit à la désobéissance ou à la résistance en cas d'abus manifeste de pouvoir de la part d'un gouvernement qui ne tient sa légitimité en fin de compte que de libre consentement des hommes. Tel est notamment le cas lorsque le pouvoir exécutif empiète ouvertement sur le prérogatif de pouvoir législatif, ainsi qu'il devait se produire dans les dernières années du règne d'un Charles II
allant jusqu'à suspendre à plusieurs reprises le Parlement britannique. On retrouve le même acharnement à défendre les libertés individuelles, mais aussi le même enracinement de la réflexion de Locke dans l'histoire politique particulièrement mouvementée de l'Angleterre de son temps. À chaque page de la fameuse lettre sur la tolérance publiée, elle aussi en 1689, mais rédigée quatre ans plus tôt, l'année même de la révocation de l'édit de Nantes. Toutefois, l'on ne saurait oublier non plus que cet écrit d'avant-garde, auquel ne marquera pas de référer régulièrement Voltaire quelques décennies plus tard, est aussi l'œuvre d'un intellectuel d'origine britannique, soucieux de défendre le droit d'une tendance de protestantisme dite non conformiste face aux prérogatives exorbitantes de la haute Église, surtout face aux manœuvres d'une faction catholique soupçonnée de servir de cheval de Troie aux menées de la France de Louis XIV. Lorsque une église n'est sobre toute qu'une congrégation de croyants réunis autour de convictions communes sur la base d'une forme de contrat entièrement distincte de celui qui sert de fondement à la société civile prise dans son ensemble. De ces faits et dans la mesure où la foi est affaire privée, tout plaide en faveur de la coexistence pacifique entre les églises entre elles et plus encore de ce que nous appellerions aujourd'hui les principes de séparation de l'église et de l'État. Deuxièmement, laisser sur l'entendement humain. Deuxième partie de notre intervention sur la philosophie de Locke. On sait que de quel poids les deux traités devaient peser sur le développement des idées politiques du XXe siècle, et notamment sur la conception de père de la démocratie américaine. Mais le rayonnement théoricien de la connaissance dans la même période n'est pas moindre, tant en France qu'en Angleterre, jusqu'en Allemagne, où Leibniz consacrera ses nouveaux essais à la discussion, sinon à la réfutation de l'essai de Locke, et où Kant lui-même rendra hommage au philosophe anglais pour avoir anticipé à sa manière sur l'esprit de la philosophie critique. Ces deux majeurs de la pensée de Locke ne sont pas de reste totalement indépendants l'un de l'autre. Si l'on en croit l'épître au lecteur qui sert d'avant-propos à l'essai, c'est pour s'être interrogé dans un premier temps sur la façon dont les hommes sont à même d'accéder par la raison à la connaissance de la loi naturelle que Locke en serait venu à former peu à peu le projet d'une enquête sur les modalités et l'entendu véritable de la connaissance humaine en général. Pardon. Merci. Néanmoins, il est clair que le programme de l'essai trouve avant tout son point de départ dans l'intérêt porté par Locke à la philosophie naturelle, dans son engagement en faveur de la nouvelle physique issue des travaux de Galilée, de Descartes, et de son souci de rendre justice à l'avènement dans l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle d'une science authentiquement expérimentale. À Oxford d'abord, puis à Londres, Locke devait nouer des rapports aussi étroits que durables avec le physicien chimiste Robert Boyle, collaborer au désert médical de Thomas Sydenham
et fréquenté au sein de la Royal Society le meilleur savant de son temps. De ce point de vue, il est peu de philosophes qui étaient davantage en phase avec le mouvement scientifique de leur époque. Au début de l'essai, Locke a clairement défini le but de son entreprise qui consiste mené de recherches sur l'origine, sur la certitude, sur l'entendu de la connaissance humaine, et en même temps sur le fondement de la degré de la croyance, de l'opinion et de l'assentiment. Selon lui, l'entendement a ceci de commun avec l'œil, que nous fait voir et percevoir toutes les autres choses, alors que lui-même, il ne s'aperçoit pas, de sorte qu'il faut beaucoup d'art et d'application pour qu'il parvienne à se prendre lui-même pour objet. La bonne méthode qui dicte pour l'essentiel son plan à l'ouvrage, et donc celle qui s'emploie à diriger l'attention de l'espoir vers ses propres euh, opérations, c'est-à-dire à déterminer l'origine des idées qui meublent l'entendement, mais puis à s'interroger sur la nature de la connaissance qu'ils acquièrent par leurs moyens, et donc sur le bien fondé de la distinction communément admise entre la connaissance véritable et la simple croyance ou opinion, ainsi contre la certitude et la simple probabilité. En ce sens, et même si elle est due originellement à l'un des critiques de Locke, il faut bien reconnaître que l'expression la méthode des idées semble parfaitement appropriée pour rendre compte de son approche de problèmes philosophiques. A. Contre les idées aînées. D'après Locke, toutes nos idées viennent de l'expérience, en sorte qu'il n'est pas de connaissance, ou de moins de connaissance de choses existantes, qui ne tire d'une manière ou d'une autre sa légitimité de l'évidence irrécusable de la sensation. Or, de l'aveu même du philosophe, il est deux manières d'argumenter en faveur de ces principes d'empirisme. Un mode d'argumentation euh, purement négatif, tout d'abord, qui consiste à réfuter la doctrine des aînés, de fait, mobilise l'essentiel du livre 1 de l'essai, une méthode plus directe, mais sans doute plus efficace. D'autre part, que revient à expliquer de façon à présent positive comment, sans l'aide d'aucune impression innée, mais par le simple exercice de leur capacité naturelle, les gens peuvent accéder à toutes les connaissances qu'ils ont. Tel sera cette fois l'objet du livre 2 et plus généralement du reste de l'ouvrage. Il n'est pas douté qu'en précédant à la critique de l'énéisme, Locke et eux notamment ont vu la théorie cartésienne de sémence de vérité. Mais il n'est pas certain que celle-ci ait été sa cible unique, ni même sa cible principale. D'après certains commentateurs, celle-ci semble plutôt devoir être située du côté de néo-platoniciens de Cambridge, ainsi que de toute une tradition apologétique, illustrée notamment par Henri More, qui voyait dans l'éniété de l'idée de Dieu et des principes de moralité le meilleur rempart possible contre l'athéisme et le scepticisme. Reste que l'importance historique de la controverse ouverte par Locke est bel et bien due, malgré tout, au rôle majeur qu'elle n'allait pas tarder à jouer au sein de la polémique entre rationalistes et empiristes. Successivement, trois types de candidats possibles à l'éniété sont passés en revue. Premièrement, les principes spéculatifs. D'abord, le principe de la logique. Tout ce qui est. Il est impossible d'une chose soit et ne soit pas.
Deuxièmement, les principes pratiques, autrement dit, le fondement de la moralité. Troisièmement, les notions de l'un dont les uns et les autres sont composés. Selon Locke, le prétendu consentement universel aux principes spéculatifs ne prouve en rien leur inanité. Et c'est d'autant plus que nullement établi, on ne saurait prétendre sérieusement des enfants en bas âge, par exemple, aux de simples d'esprit qu'ils connaissaient les principes abstraits de la logique, objectera-t-on que les hommes ne se seraient accédés à la compréhension des principes imprimés dans leur esprit qu'une fois parvenus, quand ils en sont capables à l'âge de la raison. Autant admettre que cette compréhension est en fait acquise par l'usage du raisonnement lui-même. Préféra-t-on se, retrancher derrière la supposition selon laquelle les enfants ont une connaissance innée mais purement virtuelle des premiers principes? Des deux choses, l'une ou bien l'on veut simplement dire que tous les hommes possédaient à la naissance la capacité d'accueillir des connaissances, ce qui est parfaitement vrai mais aussi parfaitement trivial, ou bien l'on suppose que l'esprit des enfants et de certains adultes enveloppe un savoir qui n'est pas encore conscient, ce qui revient à faire l'hypothèse proprement intelligible qu'une même idée pourrait à la fois être ou ne pas être dans l'entendement. Quant à la prétendue unité des principes pratiques, elle ne résiste pas mieux à l'examen. L'universalité dans ce domaine est encore moins bien établie que dans celui de la pensée spéculative. L'expérience prouve que les hommes réglaient leur conduite d'après deux maximes diverses et souvent contradictoires. On imagine mal de reste que ceux qui vivent de fraude et de rapines obéissaient à des principes de justice et de vérité. De surcroît, il semblerait que des nations entières, et non pas seulement des individus, vivaient dans l'ignorance de nos valeurs les plus sacrées. Il n'est pas en fin de compte une seule règle morale dont on ne puisse à bon droit demander la raison. S'agissant enfin des idées aînées, il n'est guère vraisemblable que des concepts aussi abstraits que les idées d'identité et d'impossibilité, par exemple, qui figuraient l'une et l'autre dans l'énoncé du principe de contradiction, puissent être appréhendées par deux enfants. Les deux de Dieu elles-mêmes ne seraient être réputées aînées. Il existe sur la terre, selon croit, le récit de certains voyageurs des peuples qui n'ont pas la moindre conception de la divinité. Et l'on sait en outre que le contenu de croyances religieuses varie très largement d'une nation à l'autre. En réalité, l'idée de Dieu est le produit d'une démarche inductive. Les hommes, qui sont par nature enclins à la recherche de causes, ne pouvaient manquer de remonter jusqu'à la nécessité en elle-même indiscutable d'une cause suprême. B. Une nouvelle généalogie de la pensée. Que la sensation soit avec la réflexion, c'est-à-dire avec l'expérience qu'a directement l'esprit de ses propres états cognitifs et affectifs. La source ultime de toutes nos idées veut dire également qu'elle est le seul lien qui unit l'entendement à la réalité. L'esprit peut être comparé de ce point de vue à une chambre noire dont le sens externe et le sens interne constitueraient le seul aux ouvertures. Il suit de là que toute idée simple, et soit une idée de la sensation,
comme les couleurs, le son, les odeurs, soit une idée de la réflexion, comme la notion de pensée et de volonté, soit encore une idée ici à la fois de sens et de la réflexion, comme les idées de plaisir, de peine, et de pouvoir et d'existence et d'unité. Toutes les autres idées qui meublaient l'entendement provenaient ou bien de la réunion de plusieurs idées simples en une idée complexe, ou bien de ce qu'une idée se trouve au contraire détachée de la collection d'idées où elle figurait initialement. Et c'est ce mécanisme d'abstraction qui conduit à la formation des idées générales. À cet égard, ce qui retient avant tout l'attention du lecteur moderne est l'examen critique consacré par Locke à quelques-uns des concepts à la fois les plus fondamentaux et les plus abstraits de la tradition philosophique, dont il renouvelle complètement l'interprétation, mais dont on ne saurait perdre de vue non plus qu'ils abordent moins d'un point de vue métaphysique officiellement que sous l'angle de leur genèse, sont ainsi considérés tour à tour et pour nous en tenir à l'essentiel les idées de perception, de mémorisation, de durée, d'espace, de nombre et d'infini, de pouvoir, de substance, de relations, de causalité et d'identité. À l'instar de la plupart des philosophes de son époque, Locke conçoit l'expérience perceptive comme le terme ultime d'un processus causal complexe aboutissant à l'occurrence dans l'esprit d'une idée simple ou complexe de la sensation. Outre qu'elle se pose un emploi singulièrement large du mot idée, par quoi il faut entendre tout objet de l'entendement quand un homme pense. Une telle hypothèse conduit à s'interroger sur les implications d'une forme de représentationalisme qui semble interposer une sorte d'écran ou du moins d'intermédiaire entre le sujet percevant et la réalité que l'entoure. Bien que ce point ait pu donner lieu à débat parmi les commentateurs, la grande majorité d'entre eux paraît désormais acquise à l'idée de la théorie de Locke sur ce point précis, relève bel et bien d'une forme de réalisme indirect de la perception. Une des conséquences majeures de ce dernier a trait à la distinction fameuse entre qualité première et qualité seconde, dont la paternité revient d'une certaine manière à Galilée et à Descartes, mais dont Locke, à la suite de Boyle, devait offrir la formulation la plus explicite, alors que les idées de qualité première, forme, étendue, masse, solidité, renvoyées à des propriétés intrinsèques des objets perçus, les idées de qualité seconde, couleur, odeur, saveur, chaud, froid, ne représentaient ce dernier que sous l'aspect de l'effet subjectif que leur détection suscite dans notre sensibilité. Du même coup, seules les premières sont à la ressemblance des qualités pertinentes des objets à la représentation desquels les unes et les autres participaient néanmoins précises en elles-mêmes. Les qualités secondes ne sont rien d'autre dans les objets eux-mêmes que le pouvoir de produire diverses sensations en un par leur qualité primaire. L'idée de pouvoir est l'une de celles dont Locke fut le plus librement usage au long de l'essai. Il permit d'y avoir l'héritière de la notion aristotélicienne de puissance, mais revue et reformulée dans le terme du mécanisme cartésien et de surcroît dans la perspective de l'hypothèse atomiste, dont à la suite de Gassendi et de Boyle. Locke estime qu'à défaut d'être empiriquement vérifiable, elle constitue la
conjectures d'ensemble les plus vraisemblables, touchant à la fois la nature ultime de matière et l'origine des pouvoirs causaux des objets physiques. Curieusement, le livre 2 restait aussi concis sur son compte. Sinon, pour nous apprendre quelle enveloppe l'idée de relation qu'elle représente sous des aspects complémentaires. Actif, le pouvoir qu'il a, le soleil, de faire fondre la cire. Et passif, la disposition qui manifeste la cire à fondre au soleil. Et enfin, quels sont également aux diverses facultés de l'esprit, à commencer par le pouvoir, car celui-ci de se déterminer par lui-même. Sur ce dernier point, anticipant à sa manière sur la fameuse théorie compatibiliste de Hume, Locke tente de trouver une forme de voie médiane entre déterminisme psychologique et libre arbitre. Si les implications morales et juridiques de cette partie du livre 2 vont en quelque sorte de soi, elles sont à peine moins évidente dans le cas de la série de chapitres consacrés à l'analyse de la relation d'identité. Une des contributions majeures de Locke à la logique philosophique est d'avoir posé en principe que la réponse à la question de savoir si A est identique à B dépend de la sorte d'identité considérée. Deux substances matérielles sont numériquement identiques si elles coïncident dans le temps et dans l'espace. La notion d'identité, notamment à travers le temps de deux organismes vivants, est affaire de constituer en matière de fonctions biologiques. Le cas le plus intéressant est celui de l'identité des personnes. C'est ici que la réflexion de Locke s'avère être la plus novatrice, qui, en rupture avec une certaine tradition substantialiste, avance l'hypothèse que l'identité personnelle repose exclusivement sur la mémoire et sur la conscience que j'éprouve à la lumière de cette dernière d'être celui-là même que je fus et que je suis encore. C'est l'empire du signe. C'est l'un des traits les plus cruciaux du livre 3 de l'essai, que de n'avoir pas été au départ prévu par son auteur. Du fait, comment expliquer la présence d'une série de chapitres sur la langue intitulée simplement deux mots au sein d'un ouvrage en principe entièrement consacré au problème de connaissance. Au fur et à mesure il avançait dans la rédaction de l'essai, Locke, dans son propre aveu, s'est aperçu de l'impossibilité de faire l'économie d'une réflexion sur la nature du lien entre le langage et la pensée. D'abord, en raison de la propension invétérée de trop nombreux philosophes à s'épier de mots dont témoigne la prétendue science du scolastique. Ensuite, du fait de l'imperfection naturelle du mot eux-mêmes, trop souvent équivoques ou sans signification précise. Troisièmement, parce qu'il n'est pas interdit néanmoins de voir dans le rapport du langage à la pensée le modèle de la relation que celle-ci entretient à son tour avec la réalité. De même que les mots sont le signe des idées, les idées à leur manière sont le signe de choses. Enfin, surtout, en raison de la nécessité de rendre compte sans sortir de le mythe de l'empirisme et du statut des idées générales. Selon Locke, comme pour beaucoup de ses contemporains, le mot dans leur signification primaire ou immédiate ne tiennent lieu de rien d'autre que des idées de celui qui s'en sert. Par conséquent, s'il existe dans notre lexique de mots générés, il doit y avoir aussi des idées générales.
Comment rendre compte de l'existence de ces derniers dans le contexte d'une philosophie non moins nominaliste, mais du moins conceptualiste, que rejette l'hypothèse des universaux et pose en principe qu'il n'existe, objectivement parlant, que des réalités individuelles. La réponse se tient dans la capacité qu'a l'esprit d'abstraite, au sens le plus littéral du terme, une idée particulière elle-même, reçue d'un objet particulier, en la détachant de la représentation de ces derniers ainsi que de ces circonstances du temps et du lieu. C'est ainsi, par exemple, que l'entendement observant aujourd'hui dans la craie ou la neige la même couleur qu'il a reçue hier de lait, considère cette manifestation seule en fait un représentant de tout ce qui appartient à cette sorte, et lui ayant donné le nom de blancheur, signifie par ce nom la même qualité. Bien entendu, ce qui vaut pour les idées de qualité sensible s'applique également aux idées générales complexes comme celle de la triangle, ainsi qu'aux idées de substances naturelles. Dans un cas comme dans l'autre, la difficulté pour un esprit non exercé consiste à former l'idée d'un triangle qui ne devrait être ni rectangle, ni équilatéral, ni isocèle, ni scalène, ou d'un homme qui ne soit ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre, ni blanc, ni noir, mais tout cela simultanément. Berkeley, notamment dans l'introduction du principe de la conscience humaine, affectera de voir dans ces passages l'aveu de l'impossibilité psychologique d'un tel processus afin de nier, non pas qu'il y a des idées générales, mais qu'il puisse exister des idées générales abstraites. Selon Berkeley, l'universalité des idées générales est une caractéristique non pas interne mais fonctionnelle et donc extrinsèque de telle ou telle idée particulière élue comme représentant de toutes les idées de même sorte. Ainsi, la signification du mot triangle vient de ce que chacun d'entre nous, en employant ce mot, lui associe la représentation d'un triangle particulier dont elle fait aussitôt le signe de toutes les autres du même type. Dans acte, on notera toutefois qu'une telle solution reprend à sa manière une hypothèse esquissée par Locke lui-même. À cet égard, une autre thèse centrale dans le récit tient à la distinction qu'elle formule entre essence nominale et essence réelle. Si les deux notions vont de pair dans le cas des abstractions mathématiques, on va tout autrement pour ce qui est des substances naturelles. Le mot substance, il est vrai, est ambigu, qui s'applique aussi bien aux entités individuelles, les substances premières d'Aristote, qu'aux genres et aux espèces de la tradition, les substances secondes. Pour ce qui a trait aux premières, ce terme renvoie au statut ontologique mystérieux de ces choses que nous ne connaissons que par le trichement de leur qualité sensible, tout en postulant que l'instanciation de ces dernières requiert un support ultime, un pur substrat aussi l'inconnaissable en lui-même, puisque inobservable que logiquement indispensable. Bref, s'agissant du second, la situation est différente. L'emploi par Locke fils à ce contre-cœur du mot substance soulève la question largement discutée dans la littérature secondaire de savoir quelle sorte de relation il entretient au juste dans l'essai avec le mot essence. Par essence nominale d'une chose ou d'une sorte de chose, il convient de comprendre l'idée générale complexe
que nous associons euh, habituellement à son nom. Une idée formée sur la seule base de ses propriétés observables par essence réelle. En revanche, il faut entendre la constitution interne des choses corpusculaires, dont dépendait leur pouvoir ainsi l'ensemble de leurs qualités sensibles. Par essence nominale d'une chose ou d'une sorte de chose, il convient de comprendre l'idée générale complexe que nous associons habituellement à son nom, une idée formée sur la seule base de ses propriétés observables, par essence réelle. En revanche, il faut entendre la constitution interne, cause corpusculaire de choses, dont dépendait leur pouvoir ainsi que l'ensemble de leurs qualités sensibles. La thèse constante de Locke est que cette essence réelle nous est dans le cas des substances, mais non, bien sûr, dans le cas des modes de relation, largement inconnus. C'est d'ailleurs une erreur typiquement scolastique de croire qu'elle pourrait être en quelque manière déduite a priori de sa définition nominale de la théorie de connaissance. C'est chez Locke, la théorie de la connaissance chez Locke. Cette distinction fournit vraisemblablement les clés de la théorie de la connaissance, esquissée pour finir au livre 4 dans l'essai. D'emblée, celui-ci définit la connaissance comme la perception par l'esprit de la vérité de certaines propositions, laquelle consiste, quant à elle, dans la concordance ou la discordance de deux idées. Si elle s'applique sans trop de difficultés au cas de propositions simplement triviales, d'autres tautologies ainsi que propositions à la fois nécessaires et néanmoins instructives du métamatique, bref, un ensemble de vérités susceptibles d'être connues a priori. Une telle définition semble d'autant moins apte à rendre compte de la connaissance des substances naturelles qu'elle paraît de prime abord enfermer l'esprit dans le cercle de ses propres représentations. Mais ce que la vérité d'une proposition ainsi définie ne garantit pas encore la réalité de la connaissance, laquelle consiste quant à elle dans la conformité aux choses et aux états de choses. L'ennui cas compte, il peut de connaissances présumées qui puissent de prime abord revendiquer légitimement ces titres. Locke, en effet, rejoint officiellement Descartes dans son refus d'appeler connaissance ce qui ne représente pas tous les signes de la plus entière certitude. À ce sujet, comme il écrit à connaître et être certain sont la même chose. En pratique, néanmoins, un des aspects les plus intéressants de l'essai tient au fait qu'il se trouve, au contraire, théorisé dans l'esprit de Novum Organum de Bacon. Une forme de connaissance expérimentale dont le caractère largement inductif et gage moins de certitude que de probabilité. Pour l'essentiel, il existe en effet trois sortes de connaissances. Il existe trois sortes de connaissances. Premièrement, la connaissance intuitive, c'est-à-dire la perception immédiate d'un lien de concordance ou de discordance entre deux idées. Ainsi, l'esprit perçoit par exemple que le blanc n'est pas noir ou que 3 est supérieur à 2. C'est une connaissance intuitive, perception immédiate du lien de concordance ou de discordance entre deux idées. Deuxièmement, la connaissance démonstrative, consistant à établir ce même lien en passant, quand il est nécessaire, par diverses étapes intermédiaires qui s'est présenté à leur tour, prises séparément comme autant de saisies intuitives, ainsi des raisonnements purement déductifs qui permet d'établir que la somme des angles d'un triangle quelconque est égale à deux droits.
Troisièmement, la connaissance sensitive, qui repose d'une manière ou d'une autre, ainsi que son nom l'indique, c'est le témoigne du sens. يعني la connaissance sensitive, par le sens. Alors que les deux premiers semblent jouir d'une forme de certitude a priori qui vaut à la fois pour les mathématiques et d'après Locke pour la connaissance morale, il en va tout autrement du troisième type de connaissance. Encore faut-il distinguer ici entre la preuve difficilement contestable que nos sens nous offrent à chaque instant de la réalité même du monde extérieur, dont aucun esprit sensé ne serait raisonnablement doté, et leur degré de fiabilité touchant la nature objective des objets dont ils se composent. Le moins que l'on puisse dire est qu'en règle générale, il y a parfois loin dans ces cas de l'essence nominale à l'essence réelle. Ce constat est particulièrement évident en ce qui concerne les catégories de vivants, ainsi que Locke souligne le caractère selon éminemment relatif des frontières communément admises entre les espèces, dont témoignerait l'existence de monstres et d'autres créatures intermédiaires. Mais il ne vaut pas moins s'agissant d'espèces ou de substances naturelles telles que l'or ou la porphyre, dont la constitution interne explique sans doute en dernier ressort la façon dont elle affecte nos organes sensoriels sans qu'il soit possible d'inférer avec certitude de leurs apparences sensibles à leur essence réelle. Si celle-ci demeure largement inconnue à ce jour, et elle pourtant inconnaissable, bien que Locke s'exprime bien souvent comme il devait en être à jamais, ainsi en raison de limites naturelles de notre sensibilité, il semble penser à d'autres endroits dans l'essai que le perfectionnement progressif de nos outils scientifiques pourrait nous permettre un jour d'élever en partie le voile des apparences. D'ici là, mieux vaut admettre qu'à la différence des propositions de la géométrie, par exemple, nos conjectures touchant l'arrangement de particules, à quoi se résume le sens réel des choses, ne bénéficient que d'un degré plus ou moins élevé de probabilité. Sans doute s'éloigne-t-on ainsi de l'idéal cartésien d'un savoir totalement immunisé contre toute forme de doute, mais c'est au profit d'une conception à la fois plus modeste et en un sens plus moderne de la démarche scientifique, placée sous le signe de la méthode hypothético-déductive, en quoi Locke décidément est à bien des égards notre contemporain. Merci bien. Voilà, notre intervention a été terminée. Au revoir.